Fin 2024, Sauber était sur le point de faire une saison sans marquer le moindre point. Beaucoup de questions se posaient sur l'avenir de l'écurie, ainsi que sur le projet Audi. On en avait d'ailleurs fait une vidéo à ce moment-là pour comprendre les tenants et les aboutissants du projet allemand, et je vous avais dit à l'époque que le vrai baromètre qu'il fallait avoir pour 2025, c'était l'exécution sur chaque week-end de Grand Prix pour Sauber, pour voir l'évolution du projet Audi finalement à plus long terme. Parce que ce qui allait se retrouver en piste, c'est un peu ce qui se passait en interne. Alors il fallait regarder les arrêts au stand, l'apport de nouvelles améliorations sur la voiture, leur performance, la communication, évidemment les pilotes et ce qu'ils disaient finalement de leur voiture. Alors depuis, il s'est passé presque 2/3 de saison et on peut se poser la question de savoir si le chaos a laissé place à la maîtrise. Effectivement, on a vu Sauber revenir dans le milieu de peloton grâce à des améliorations. On a eu enfin le premier podium de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto a fait jusqu'à présent une saison plus que correcte pour un rookie qui découvre la Formule 1. Sommes-nous donc maintenant sur la bonne trajectoire pour 2026 et donc l'arrivée de Audi en Formule 1? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et pour continuer à suivre la progression de Sauber où que vous soyez dans le monde, je vous recommande CyberGhost VPN. Je l'utilise depuis maintenant plus de 3 ans. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est même l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Vous pouvez vous géolocaliser dans plus de 100 pays différents. Ça vous servira notamment pour débloquer tout le contenu de 35 plateformes de streaming, changer votre localisation en quelques secondes et profiter du catalogue américain de Netflix, bien plus riche évidemment en contenu, et vous pourrez regarder toutes les compétitions sportives en live diffusées sur des chaînes étrangères comme le tennis, le foot, le MMA et d'autres sports encore, parce qu'il n'y a pas que ça. Un petit plus malin, en changeant de région, vous pouvez aussi économiser sur des services en ligne, que ce soit pour des billets d'avion, pour YouTube Premium, Spotify ou bien Netflix par exemple. Ça peut toujours servir pendant un certain temps. CyberGhost VPN applique une politique no logs et fonctionne sur tous les systèmes, que ce soit Windows, iOS, Linux, les Smart TV et même les consoles. Oui, oui, vous pouvez régaler la famille et l'utiliser sur 7 appareils différents en simultané. Comme ça, ça fait plaisir à tout le monde. Avec le lien en description, vous avez CyberGhost VPN avec 83% de réduction et 4 mois offerts, soit un prix de 2,03 € par mois. Vous avez évidemment 45 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, donc vous n'avez absolument rien à perdre. Bon alors pour commencer, j'aimerais faire une petite remise en contexte de où est-ce qu'on en est avec Audi et Sauber aujourd'hui. Alors Audi a décidé en 2022 de venir pour la première fois de son histoire en Formule 1. Pour cela, elle a racheté au fur et à mesure les parts de Sauber pour en détenir jusqu'à 100%, puis elle a vendu 30% du capital de l'écurie au Qatar Investment Authority. Cela a permis de lever du cash pour pouvoir investir directement dans l'écurie, et ça on en a parlé en fin d'année dernière. Alors lorsque Audi est arrivée, elle s'est confrontée à plusieurs problèmes au sein de l'écurie Helvete. Il y avait des infrastructures à moderniser comme par exemple le simulateur et d'autres choses. Il y avait des technologies à développer, mais aussi beaucoup de recrutement à faire parce que, mine de rien, il reste sous-staffé par rapport au top team. Alors le projet a pris du retard à cause d'une prise de bec entre Andreas Seidl et Oliver Hoffmann à l'époque. Andreas Seidl voulait tout miser sur 2026, même si c'était au détriment des saisons en cours, et c'est là peut-être sa plus grande erreur finalement. Depuis, c'est Mattia Binotto qui a repris la tête du projet, et il a fait venir Jonathan Whitley de chez Red Bull, ainsi que Iñaki Rueda de chez Ferrari. Et d'autres ingénieurs et d'autres personnalités du paddock ont suivi au fur et à mesure. Bref, plus de 150 personnes ont été recrutées à l'hiver 2025. La performance des arrêts au stand a drastiquement progressé et l'équipe est devenue bien meilleure que l'année passée. L'exécution justement des arrêts au stand, c'est un indicateur qui offre une sorte de cliché entre guillemets sur l'instant, sur le potentiel humain de l'écurie et la bonne communication en interne. Alors l'écurie a pu investir dans un nouveau simulateur, mais aussi dans ses infrastructures, et on verra des résultats d'ici 2 à 3 ans, le temps que ça prenne un petit peu d'ampleur. Et dans le même temps, sur l'année 2025, on a vu la résolution d'un gros problème au sein de l'écurie qui était la corrélation. Du moins, elle a progressé malgré un début d'année assez compliqué. Alors je vous le rappelle quand même, la corrélation, c'est le fait de retrouver un comportement similaire entre ce que l'on a fait sur ordinateur, en soufflerie, etc. à l'usine, et ce que l'on constate dans la réalité, sur la piste, avec tous les capteurs sur la voiture, etc. Avoir une bonne corrélation, c'est primordial, sinon tu te paumes et tu t'en sors jamais.
La Sauber C45 du début de saison 2025 avait presque tous les défauts finalement d'une Formule 1 moderne. Elle était trop rigide, trop imprévisible, trop lente aussi et du coup ne donnait pas confiance à ses pilotes pour l'emmener à la limite. Et en plus de ça, elle manquait aussi de constance. Cela se traduisait par une fenêtre étroite pour pouvoir régler la voiture correctement d'un point de vue mécanique. Bref, c'était pas joyeux. Ceci étant dit, la voiture n'était pas complètement poubelle comme on aurait pu le penser sur des années précédentes par exemple, en regardant seulement le classement du championnat constructeur. Malgré le fait qu'elle soit capricieuse sur un tour, lorsque tout s'alignait, vraiment elle était capable de performer un minimum presque en milieu de tableau, tu vois. Donc en fait ça allait, elle n'était pas décrochée à 2-3 secondes derrière quoi. En revanche, sur des conditions de course, c'était plus difficile, en particulier à cause d'une grande sensibilité au dirty air et donc, comme on l'a dit, à une inconstance de performance. Grosso modo, la voiture fait pas la même chose d'un tour à l'autre et alors s'il y a une bourrasque devant, ça fout le bordel, enfin bref. L'écurie a pris le temps de bien travailler en interne avant d'apporter des améliorations. C'est un premier bon indicateur que l'écurie travaille intelligemment et pas sous pression de devoir absolument sortir une amélioration juste pour sortir une amélioration. Et si on gagne un petit dixième, c'est le bout du monde. Elle a donc apporté en Espagne pour le Grand Prix une nouvelle aile avant, un nouveau capot moteur ainsi qu'un nouveau fond plat. Je vous le rappelle, l'aile avant a deux rôles majeurs en Formule 1, créer de l'appui sur l'axe avant de la voiture, donc agir sur le train avant, mais aussi elle conditionne des flux aérodynamiques sur le reste de la voiture, donc notamment sur le fond plat et les pontons. Alors le fond plat est une très grosse pièce, mais elle ne travaille pas toute seule, hein. Elle doit être aussi conçue et dessinée avec les pontons, le capot moteur, même aussi peut-être un peu avec l'aile avant et le diffuseur et l'aile arrière. Bref, c'est vraiment une pièce majeure parce qu'elle va agir sur les différents points de pression de l'air, etc. Et il faut trouver et diriger les flux aéros de manière intelligente pour avoir une quantité et surtout une constance dans l'appui aérodynamique de la voiture. Alors de base, on pense à juste titre, hein, et c'est aussi le but premier des améliorations aéro en général, c'est d'amener plus d'appui sur la voiture pour apporter plus de performance. Plus d'appui, plus de perfo, ok, pas de problème. Mais le problème, c'est plutôt de savoir comment on le distribue sur la voiture pour donner finalement de la constance à la performance et de la constance dans les flux aéros, etc. aux bons endroits, au bon moment. Et donc tout ça, ça va donner la confiance au pilote pour pouvoir rouler rapidement. Et là donc est tout le travail de réflexion des ingénieurs. Et donc, depuis l'Espagne, l'écurie a performé. Il semblerait que finalement le chemin pris en termes de développement grâce à une amélioration a débloqué plusieurs autres chemins possibles d'amélioration qui ont elles aussi apporté de la performance après coup. Et alors à ce gain direct de l'amélioration du fond plat par exemple, hein, que les ingénieurs estiment à 0,5 secondes par tour, mais je crois que c'est l'ensemble des améliorations qu'ils ont apportées en Espagne, on peut ajouter que cela apporte de la confiance dans le pilotage. Les pilotes sont capables d'aller un peu plus loin sur les limites de la voiture, comprennent la voiture, ils sont capables d'être plus constants sur des relais de course et donc d'aller chercher quelques autres dixièmes par tour qu'ils ne pouvaient pas aller chercher avant. C'est donc pas que 0,5 secondes par tour, mais un petit peu plus qu'on arrive à débloquer et c'est ça qui est hyper important. Alors les améliorations ont fonctionné, mais elles ont finalement inversé le problème et la performance des Sauber. Si les Sauber pouvaient s'en sortir sur un tour qualif en mettant absolument tout bout à bout, sans être trop dérangés par des bourrasques de vent, etc., ou en sortant au bon moment, etc., aujourd'hui c'est un peu l'effet inverse. En fait c'est en course que les voitures font la différence malgré des qualifications qui sont parfois assez difficile. Nico Hülkenberg, il est parti de loin sur la grille de départ en Espagne pour remonter dans le top 6 et même récupérer une P5 après la pénalité de 10 secondes de Verstappen, même s'il y a eu des circonstances de course avec, je crois, une safety car de mémoire. Au Canada, bonne qualif, 12e position, pour la transformer le dimanche en P8 et marquer à nouveau des points. En Autriche, rebelote dernier sur la grille, il a réussi à remonter jusqu'à la 9e place et marquer des points malgré une voiture pas adaptée par conception au Red Bull Ring, et là aussi il y a eu des circonstances de course qui font que ça permet de grappiller quelques places. Et puis évidemment, il y a le Grand Prix de Grande-Bretagne où, encore une fois, Hülkenberg part 19e, réussit avec une très bonne exécution, il faut le souligner, à prendre le premier podium de sa carrière en 239 Grands Prix. C'est aussi le premier podium de Sauber depuis 2012 et cela leur permet de marquer 15 énormes points au classement du championnat des constructeurs. Quand on regarde les performances de Gabriel Bortoleto,
Il marque son premier top 10 en Autriche, après une qualification en Q3 tout de même, donc il faut souligner que Bortoleto il est aussi capable d'emmener la Sauber sur des bons tours en qualif. On le voit de plus en plus se battre avec Fernando Alonso par exemple et les Aston Martin qui ont repris un peu du poil de la bête sur la fin de première partie de saison. Il récupère une P6 en Hongrie, une P9 avec des conditions changeantes à Spa qui montrent qu'une fois de plus il a un vrai talent. Il n'est pas timide face à son coéquipier expérimenté, bref, même si on est en droit d'attendre forcément un peu plus d'eux, c'est difficile de leur trouver des reproches sur cette saison avec le matériel qu'ils ont entre les mains. Le sentiment de progression se fait partout, y compris chez les pilotes, mais globalement c'est très positif. Alors l'écurie a marqué 55 points après le Grand Prix d'Italie, je précise, se retrouve donc en bataille pour la 6e place du championnat à seulement 7 points d'Aston Martin, actuel P6. Il y a peu de chances que ce petit groupe de 3 écuries aille chercher par exemple Williams d'ici la fin de saison, mais vous le savez, il ne faut jamais dire jamais en Formule 1, surtout si on se prend une Brésil 2024 avec pourquoi pas 2 Sauber sur le podium cette fois-ci. Pareil, Sauber a un petit matelas d'avance sur le P9 du championnat avec 11 points d'écart qui est as, mais il ne faut pas s'endormir non plus pour autant parce que ça peut vite revenir. Hülkenberg, quant à lui, ferme le top 10 actuellement au classement des pilotes. Cela est une belle performance à prendre en compte. Gabriel Bortoleto, lui, se positionne un petit peu plus loin, à la 16e place, non loin de Liam Lawson et de Pierre Gasly. D'ailleurs, je suis assez curieux de votre avis sur Gabriel Bortoleto, donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire parce que j'ai un peu du mal à jauger le garçon, malgré le fait qu'il ait quand même un talent, c'est assez indiscutable, mais on en discutera en live avec vos commentaires. Bref, pour résumer un petit peu tout ça, Sauber a donc réussi à amener des améliorations pour corriger les défauts de sa voiture, donner de la confiance à ses pilotes même si elle a encore des défauts. En revanche, on a vu une équipe exécuter des week-ends de manière engagée et qui montrait qu'elle tentait et qu'elle se tenait en position d'attaque. L'écurie, elle roule pour progresser et gagner entre guillemets et non pas pour limiter la casse et ne pas perdre ou en tout cas faire le dos rond et espérer que ça passe. Et ça, c'est une attitude qui a rien à voir. C'est hyper important. Alors oui, chez Sauber, tout se met en place au fur et à mesure, le projet monte en puissance, valide des process internes, montre une communication efficace, je parle entre les êtres humains, hein, pas la communication externe, etc. Et tout ça, ça se retrouve dans la performance de l'écurie au global. Alors comme pour Williams, l'écurie est capable de chercher, de dessiner, de concevoir, de fabriquer et d'amener une pièce sur la voiture qui va performer comme on l'attend et comme ce qu'on a vu à l'usine. Ce que je viens de vous décrire, on le prend un peu pour acquis quand on regarde la Formule 1, mais c'est pourtant là que tout peut foirer avant même d'arriver sur un circuit et de poser la voiture sur la piste. Alors tout le process est donc validé, ce qui tranche avec le début de projet mené par Andreas Seidl. Il faut absolument, et il fallait absolument que cette écurie soit capable, avant 2026 et l'arrivée de Audi, de performer à l'usine et en piste, le tout avec synergie. Aujourd'hui, c'est donc le cas et c'est ce qui fait avancer l'écurie. Après, attention, hein, c'est pas parce que ça marche sur 2-3 moments que tout est gagné et que ça y est, c'est bon, on a tout validé. Maintenant, il faut continuer et optimiser tout ça pour aller plus loin et remonter sur le devant de la grille. Alors l'équipe, elle est capable de créer une voiture et de l'améliorer, les structures managériales deviennent de plus en plus claires, on comprend les objectifs techniques fixés et on n'a pas peur de prendre le temps de faire les choses correctement. Et c'est le mot d'ordre de Mattia Binotto. Alors ce progrès sur le court terme en piste, comme on le voit aujourd'hui, est donc révélateur d'un progrès interne que l'on va voir sur le plus long terme et se mesurer probablement sur plusieurs saisons. Alors la prochaine grosse étape pour Mattia Binotto va être de fusionner les structures managériales entre Sauber et Audi pour avoir un seul système entre guillemets. C'est l'une des tâches probablement les plus difficiles qu'il va avoir à faire, c'est celle de créer de la cohésion et une culture commune dans une écurie de Formule 1 qui a plusieurs cultures et qui vient de nations différentes. Alors il faut un seul chef, entendez par là une seule direction technique qui puisse bosser le châssis et le moteur en synergie ensemble. L'un ne va pas sans l'autre et la communication entre ces deux départements est certainement la plus importante de toute l'écurie ou de toute écurie en Formule 1. Alors les usines suisses et allemandes ne sont qu'à 4 heures de route l'une de l'autre et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la distance qui est un problème. Alors effectivement, on a tous en tête le problème entre Enstone et Viry-Châtillon, mais si vous regardez ailleurs, Red Bull a son moteur qui est développé et fabriqué au Japon avec Honda, et ça ne les a carrément pas empêchés d'être champions du monde pour autant. De même, on a aussi l'exemple complètement inverse, toujours avec Honda où c'était le bordel avec McLaren lors de leur retour en catégorie Rennes en 2015. Ce n'est donc pas un problème de distance, c'est bien un problème de structure et de management. Ça a toujours été le cas.
Donc Enstone, Viry, c'est pas un problème de distance, problème de management. Mais bon, ça on le sait déjà. Faut vraiment que j'arrête de parler de Viry et d'Enstone. Ça va se finir de toute façon, donc ça sert à rien de continuer de remettre de l'huile sur le feu. Peut-être falloir arrêter un jour. Hein. Le gars est en boucle, continuellement. Même moi, c'est éreintant. Alors, on le voit sur le plan financier et marketing, Audi se prépare aussi du mieux qu'elle le peut. Elle a déjà signé un sponsor titre pour la saison prochaine avec Revolut, elle a passé un partenariat avec Adidas et je suis certain que l'écurie allemande nous réserve encore de belles surprises à venir. Alors évidemment, tant que l'on n'a pas posé la voiture sur la piste pour se rendre compte de la nouvelle réglementation technique, aérodynamique et moteur, on ne peut pas encore savoir qui a très bien travaillé et qui a eu des difficultés. La chose extrêmement positive pour Audi, c'est que l'écurie semble être prête à absorber les difficultés et à réagir en conséquence pour pouvoir progresser. Et ça, vous l'apprenez que par la pratique. Alors Audi n'aura peut-être pas le meilleur moteur dès 2026, Audi n'aura peut-être pas le meilleur châssis dès 2026, mais comme Williams et d'autres écuries, elle sera capable de corriger le tir efficacement pour pouvoir progresser en interne, mais aussi que ça se transforme en résultat au championnat. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est d'être le plus près possible pour 2026, et c'est pas forcément de mettre toutes ses forces sur 2026. Alors toutes les écuries rencontreront des difficultés, mais Mattia Binotto vient de prouver, tout comme James Valls, qu'il est déterminant de faire travailler l'usine et l'écurie en piste, en synergie, afin de valider des process de travail pour créer de la performance. Et ça, il faut que ça se fasse à chaque Grand Prix, à chaque saison, peu importe si vous jouez la P10 ou un podium, vous êtes obligé de passer par cet exercice, par cette musculation entre guillemets, ces étapes pour un jour prétendre à jouer le titre de champion du monde. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors c'est pour cela que lorsque j'entends Pierre Gasly et Alpine dire qu'ils se sont entièrement concentrés sur 2026, ça me rend toujours un peu perplexe parce qu'on ne voit pas de progression sur la voiture ou même l'équipe, bien qu'il y a l'air d'y avoir du changement en interne. Et donc le travail de la planche à dessin jusqu'à la piste, on ne le voit pas, ou en tout cas il a l'air de coincer à certains endroits peut-être. Je sais pas, comme on n'a pas vu de progression, c'est difficile à dire. Car là aussi, tout préparé pour 2026 c'est bien, mais si ça fonctionne parfaitement à l'usine, rien ne garantit que ça se retrouvera en piste si vous n'en faites pas l'expérience de manière quotidienne. Si tout ce process vous ne le faites pas fonctionner tous les jours, vous allez arriver, il va y avoir des couilles dans le pâté comme on dit. Bon alors on riait de la couleur de l'écurie Sauber avec ce vert fluo qui attaque les yeux il y a maintenant presque 2 ans. Ceci étant dit, cette livrée est peut-être finalement un symbole d'une transition qui a démarré plus tardivement que prévu, mais qui place l'écurie dans le vert avant de reprendre une couleur plus traditionnelle à la marque aux anneaux. Néanmoins, il faut quand même rester vigilant sur cette fin de saison, il reste encore pas mal de grands prix, pas mal d'opportunités à aller chercher et c'est toujours l'occasion de peaufiner ce qui marche et ce qui ne marche pas en interne dans les méthodes de travail. Il semblerait bien que Sauber ait réussi à passer du chaos à la maîtrise, maintenant il faut que ça se consolide et que ça perdure dans le temps. Alors j'avoue, j'étais sceptique, voire un poil réticent l'année dernière quand on faisait l'état d'où en était le projet Audi et aujourd'hui, j'ai beau chercher un peu dans tous les coins, j'ai l'impression que tout est en train de s'aligner gentiment au fur et à mesure de manière assez sereine. Alors comme je vous l'ai dit sur la vidéo de l'année dernière traitant du sujet Audi, rendez-vous dans quelques mois pour prendre le premier tour chrono d'une Audi en Formule 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à mon partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien dans la description et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost VPN. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo.